Alors, un malheureux lapsus linguae m'a fait vous dire lors du dernier séminaire, à la toute fin de ma présentation de la querelle des universaux vue par le fondateur de l'école écossaise Thomas Reid, que nominaliste comme Rosselin, Abélard plaçait l'universalité dans les choses. J'ai entendu cela en écoutant avec horreur l'enregistrement de ce séminaire. Et donc il va de soi qu'il fallait entendre qu'il plaçait l'universalité dans les noms, quand même. Donc c'est un simple lapsus. Cela dit, je reviens sur le scénario de Reid, qui, comme je vous le disais, a fait l'objet de deux critiques au sein même de l'école écossaise. La première par Dougal Stewart et la seconde par William Hamilton. Hamilton, auquel on doit l'édition d'ailleurs des œuvres complètes et de Reid et de Stewart. Donc je laisse de côté Hamilton, que nous retrouverons sur d'autres thèmes et dans d'autres contextes l'année prochaine. Je n'évoquerai aujourd'hui rapidement que Stewart avant de revenir à Girandoz et d'essayer de synthétiser un peu tout cela. Donc Stewart commence par poser que le réalisme est la doctrine dominante jusqu'à Rosselin, autrement dit au XIe siècle. Utilisant, dit-il, le langage de l'époque, c'est-à-dire, comme nous le savons à présent, la tripartition héritée d'Ammonius d'Alexandrie, il explique que l'opinion prévalant jusqu'au XIe siècle était que les universaux n'étaient pas avant les choses, ni après les choses, mais dans les choses. Dans ce scénario, donc, c'est le réalisme aristotélicien où, comme le dit Stewart, la théorie des formes immergées ou noyées dans la matière, immergées depuis toujours d'ailleurs dans la matière, ce qui prouve qu'il n'y a pas de théorie de la création dans le temps pour les tenants d'une position de ce genre, ce qui est évidemment un peu étrange. Mais bon, ce qu'ils reprennent, c'est la notion de forme immergée dans la matière depuis qu'il y a des formes et des matières. Bon, en tout cas, cette théorie héritée d'Aristote est celle qui tient le haut du pavé, et ça n'est ni celle de Platon, ni celle des stoïciens. Vous avez ici le texte, dans la traduction Prévost, paru à Genève au XIXe siècle. L'opinion qui prévalut fut, pour parler le langage de l'école, que les universaux n'existent ni avant les choses, ni après les choses, mais dans les choses, c'est-à-dire s'il m'est permis de commenter des expressions auxquelles je me sens incapable d'attacher des notions très précises. Alors c'est ce qui est toujours délicieux chez ces philosophes écossais, c'est que quand ils ne comprennent pas, ils vous disent qu'ils ne comprennent pas, et assez souvent d'ailleurs ils ne comprennent rien à ce que disent les gens de l'école, et eh bien ils n'en font pas une maladie, et donnent assez souvent de quoi sourire, ce qui est quand même agréable. S'il m'est permis de commenter des expressions auxquelles je me sens incapable d'attacher des notions très précises. Donc. Alors, les idées universelles n'ont pas, comme le dit Platon, une existence distincte et séparée des objets individuels. En conséquence, elles n'ont pu exister avant eux. Elles ne sont cependant pas, comme le veulent les stoïciens, de pure conception de l'esprit, résultant de l'examen et de la comparaison des individus. Mais ces formes ou idées sont de toute éternité unies à la matière des choses, ou, comme s'expriment quelquefois les disciples d'Aristote, que les formes des choses sont de tout temps noyées dans la matière. Alors c'est Rosselin qui, le premier, rompt avec ce consensus réaliste qui aura duré de l'Antiquité tardive jusqu'au XIe siècle. C'est lui qui apporte une nouvelle doctrine où
comme le pensent certains auteurs, une doctrine empruntée à l'école de Zénon, largement propagée peu de temps après en Europe grâce au talent et à l'éloquence de l'un de ses étudiants, le célèbre Pierre Abélard. Alors, Dugald Stewart souligne que c'est l'opinion de certains auteurs qu'il n'identifie d'ailleurs pas. Vous avez cela dans la traduction selon d'autres, troisième et quatrième ligne. Selon certains qu'il n'identifie pas, eh bien, Dugald nous dit que la position de Rosselin et d'Abélard, son fidèle disciple, autrement dit ce qu'on appelle le nominalisme, est héritée de Zénon. Voilà donc un Zénon, ou une école de Zénon, qui est placée très clairement comme ancêtre de la position nominaliste médiévale. Donc le nominalisme est la continuation du stoïcisme, ou en tout cas du stoïcisme de Zénon, selon certains. Quelles sont les thèses de ces nominalistes, Rosselin et son disciple, dont le talent et l'éloquence ont permis de propager dans toute l'Europe les thèses de Rosselin? Voilà les deux thèses de ces philosophes. Il n'y a pas d'existence, au pluriel, donc de choses existantes dans la nature. There are no existences in nature correspondant aux termes généraux. Rien n'existe donc dans la nature qui correspondrait aux termes généraux. Autrement dit, dans un français plus simple, il n'y a pas de choses générales existant dans la nature correspondant aux termes généraux. Deuxièmement, les objets d'attention dans les spéculations. Alors, spéculation, évidemment, spéculatif, speculativum en latin, etc., renvoie simplement à la théoria grecque, c'est-à-dire à la connaissance théorétique. Bon, mais on peut garder spéculation, puisqu'après tout, c'est ce terme qui est là. Mais entendez la connaissance théorique. Les objets d'attention dans la connaissance théorique, dans les contemplations théoriques, ne sont pas les idées, mais les mots. Pour Stewart, donc, Abélard n'est pas le chef de file des conceptualistes. Il est un nominaliste radical comme l'était Rosselin. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose là? Eh bien, non. C'est fâcheux. Qu'en se fait-il? Caramba. J'avais réussi enfin à dessiner des triangles qui étaient censés éclairer intuitivement l'ensemble de ce parcours. Seulement, je n'ai pas été capable de les insérer dans le PowerPoint, ce qui fait qu'ils n'apparaissent pas. Et donc, ce chef-d'œuvre pictural restera un
chef-d'œuvre inconnu, ou peut-être jusqu'à la semaine prochaine. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à... On voit sans arrêt qu'on me demande mon password, mais quand je veux accéder à un document Word qui ne serait pas sur un PowerPoint, ça n'est pas possible à l'écran. C'est fou. Il y a un truc. Enfin, peu importe. Donc, pour Stewart, Abélard n'est pas le chef de file des conceptualistes. Qui sont les conceptualistes? Eh bien, Stewart voit en eux une secte intermédiaire issue du nominalisme, dont la caractéristique majeure est, dit-il, de soutenir que l'esprit a le pouvoir de former des idées générales. Ça paraît quand même un programme minimum, hein, mais voici ce qu'il dit. Dans l'esquisse que j'ai tracée de la querelle des nominaux et des réalistes relativement à l'existence des universaux, je n'ai rien dit de la secte intermédiaire des conceptualismes. Leur dogme principal était, dit-on, que l'esprit a le pouvoir de former des conceptions générales. Bon, c'est bien le moins. Mais, à dire vrai, Stewart a du mal à saisir et à comprendre exactement les thèses des conceptualistes. Il nous l'a dit tout à l'heure, il ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Et en fait, il fait du conceptualisme une forme déviante du nominalisme, dont il conjecture les thèses à partir de deux propositions de base, les deux propositions de base du nominalisme, hein, et qu'il modifie dans un sens qui permet d'obtenir une position dite conceptualiste. Je résume ces deux thèses. Alors, nous avions les thèses des nominaux qui étaient N1 et N2, et maintenant nous allons avoir les thèses des conceptualistes qui sont C1 et C2. Il n'y a pas d'essence ou d'idée universelle correspondant aux termes généraux. Voilà ce que comprend Stewart. Donc c'est de l'antiplatonisme, c'est de l'antiréalisme, c'est à peu près la même position que la position nominaliste. Et il faut bien qu'il y ait une différence entre conceptualiste et nominaliste. En quoi peut-elle consister si la première thèse n'est pas ce qui les distingue? Eh bien, c'est la deuxième qui va les distinguer. La deuxième thèse des nominalistes était que les objets d'attention dans les spéculations générales ne sont pas les idées, mais les mots. Retournez la chose et vous obtiendrez le conceptualisme, mais sous une forme un peu plus évoluée. L'esprit peut raisonner sur les genres et les espèces sans passer par la médiation du langage. Voilà la position à laquelle il faut bien arriver si on veut distinguer conceptualiste et nominaliste, dit Stewart. Je n'ai point parlé, dit-il ailleurs, un peu plus loin, de la dernière secte de nominaux dont il est fait ici mention, parce qu'il m'est impossible de me faire quelque idée de leur doctrine. I find myself unable to comprehend their doctrine. Il n'y arrive pas, il est embarrassé. Alors vous me direz, mais il n'a qu'à regarder les textes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte. Donc vous devez faire de l'histoire sans les textes, ce qui est quand même un peu difficile. Mais on peut y arriver quand même. On va voir comment. Notre auteur est embarrassé. Son embarras n'est pas dénué de motifs, de raisons. Les conceptualistes semblent soutenir que l'esprit n'a pas besoin du langage pour traiter des objets généraux. C'est du moins la seule thèse qu'on puisse leur attribuer. Si, pour le reste, autrement dit pour le rejet de tout universel réel, rien ne les distingue des nominalistes. Donc si on cherche une différence en n'ayant que deux domaines d'intervention, le premier point, rien ne distingue un nominaliste d'un conceptualiste, donc le deuxième point est nécessairement le seul qui puisse permettre de les distinguer. Sauf que ça fait une théorie un peu étonnante quand même, de dire que on peut connaître les objets généraux sans passer le moins du monde par la médiation du langage. Alors, quand même, c'est la thèse qu'on va être contraint, en quelque sorte, d'attribuer à ces philosophes-là.
la manière indistincte et inexacte dont ils s'expriment, certes, puisqu'on n'a pas leur texte, rend leur opinion sur ce point fort difficile à bien saisir. On ne les connaît que de deuxième, voire de troisième main. C'est toujours le point de vue du vainqueur, d'une certaine manière. C'est de l'histoire sanctionnée, c'est des témoignages indirects. La manière indistincte et inexacte dont ils s'expriment rend leur opinion sur ce point fort difficile à bien saisir. En tout, je penche à croire qu'elle revenait à adopter les deux propositions suivantes. Premièrement, nous n'avons aucune raison de croire à l'existence des essences ou idées universelles, qu'on prétend correspondre aux termes généraux. Antiplatonisme, d'accord. Secondement, l'esprit a le pouvoir de raisonner sur les genres ou classes d'individus sans l'emploi du langage. Alors ça vous étonne? Voilà la réponse. Et véritablement, je ne saurais quelle autre hypothèse on pourrait imaginer sur ce sujet en s'écartant des deux sectes célèbres dont je me suis jusqu'ici exclusivement occupé. Nous savons que les conceptualistes s'accordaient avec les nominaux en niant l'existence des universaux, donc contre les réalistes. Sur quoi donc pourrions-nous supposer qu'ils différassent de leurs opinions, si ce n'est sur la nécessité du langage, envisagé comme instrument de la pensée, pour suivre toute espèce de méditation ou de raisonnement relatif à des objets généraux? Pas de détour par le langage, donc, mais une espèce d'anatomie de la pensée faisant l'économie du langage. La suite déconcerte un peu plus encore, tout en dénonçant le flou de la position conceptualiste médiévale qui oblige l'historien à la conjecture. Stewart, comme Reed, enrôle le malheureux Locke sous la bannière du conceptualisme. Locke, dont les thèses sont pourtant tout sauf floues quand même, mais il ne s'arrête pas là. Stewart prend la liberté, dit-il, d'en faire autant, à quelques nuances près, pour Thomas Reed lui-même, qui, au minimum, soutient, dit-il, une version proche de ce que j'ai appelé C1 et C2, et n'est de toute façon ni platonicien, ni nominaliste, puisqu'il a été critiqué par des nominalistes patentés, Berkeley et Hume. Donc, par défaut, n'est-ce pas, comme on dirait aujourd'hui, on va placer Locke dans le camp de la philosophie qui paraît la plus confuse et la moins argumentable. Je vous rappelle que le conceptualisme, en revanche, était le triomphe de la philosophie à la française selon Cousin. Donc on a ici des paradigmes nationaux qui travaillent en sous-main. Me sera-t-il permis, dit-il, d'ajouter que l'opinion du Dr. Reed lui-même me paraît aussi très voisine de celle des conceptualistes. Je veux dire qu'elle coïncide à peu près avec les deux propositions auxquelles j'ai réduit le système de cette secte. Alors, c'était ce qui a été dit précédemment. Donc, l'assignation de Reed au conceptualisme combine une nouvelle fois la conjecture et ce qu'on appelle en rhétorique l'argumentum ex silentio, l'argument ou l'argumentation fondée sur le silence, sur l'absence de déclaration, qui est une variante médiévale, l'argumentum ex silentio, du qui ne dit mot consent. Alors vous voyez, un historien au travail qui va faire son affaire, si je puis dire, à Reed, en disant, écoutez, au fond, c'est vrai, il ne dit rien de très clair là-dessus, mais précisément, comme il ne dit ni rien qui aille dans un sens, ni rien qui aille expressément dans l'autre, eh bien, alors, moi, je peux vous dire que, au fond, il y a tout lieu de croire que... Alors, voilà la chose. En français...
Reid ne nie expressément nulle part que dans nos raisonnements généraux, le langage soit un instrument nécessaire de la pensée. C'est-à-dire, vous ne trouverez nulle part un texte où Reid dit « on n'a pas besoin du langage ». Vous ne trouverez pas. Toutefois, il n'affirme point non plus que la chose soit ainsi. Donc, jamais il ne va dire que le langage n'est pas nécessaire, mais par ailleurs, jamais non plus, vous ne trouvez un texte où il dit qu'il est absolument nécessaire. Comme il déclare n'être point satisfait des doctrines de Berkeley et de Hume, les lecteurs doivent naturellement conclure qu'ils rejettent leur assertion à cet égard. Donc la thèse nominaliste selon laquelle, dans toute activité cognitive, nous avons affaire aux mots plutôt qu'aux idées. Il est d'autant plus à regretter, alors donc finalement, évidemment, il reconnaît que Reid n'a rien dit sur la question. Hein. Et alors du coup, il tourne ça à son avantage. Il est d'autant plus à regretter que cet auteur ne se soit pas expliqué sur ce point, que c'est le seul sur lequel il puisse raisonnablement y avoir dissentiment entre ceux qui sont satisfaits de la réfutation qu'il a faite du platonisme et du système des idées. Parce que, ma foi, si vous admettez cette réfutation que Reid fait du système des idées, eh bien, il n'y a plus de discussion possible entre réalistes et conceptualistes. Les réalistes sont réfutés, détruits. Mais entre les conceptualistes et les nominaux, qui tous deux, vont avoir à affronter la question de l'emploi des signes, eh bien, si vous n'avez pas de déclaration expresse allant dans un sens ou dans l'autre, je nie que le langage soit un instrument nécessaire, ou bien j'affirme que le langage est un instrument nécessaire de la pensée, si vous n'avez aucune déclaration allant dans un sens ou dans l'autre chez Reid, eh bien, il faut croire que Reid, le conceptualiste, est quelqu'un qui s'oppose aux nominaux sur la grande question de l'emploi des signes dans les spéculations générales. Bon, et cette controverse va rester, cette controverse est là, elle est ouverte, elle est béante devant nous. Alors, bon, on est quand même un peu embarrassé, donc je vous dis, mais qu'il aille regarder les textes. De qui nous parle-t-il d'abord ? D'où Stewart tire-t-il ces informations ? Où trouve-t-il une description des thèses des conceptualistes dont il ne comprend pas, dit-il, la doctrine ? La question est intéressante, il y répond lui-même en donnant les textes sur lesquels il s'appuie. La réponse est plus intéressante encore que la question, puisqu'elle nous livre la clé de tout le dispositif qui règne dans l'école écossaise et que l'on peut appeler le topos des trois familles du nominalisme. Alors, les sources de Stewart sont mentionnées. Deux historiens. Il s'appuie sur les travaux d'historiens antérieurs. Le grand historien, le premier grand historien de la philosophie, vraiment le premier auteur d'une histoire critique de la philosophie, à savoir Johann Jakob Brooker. Donc vous voyez qu'il est mort en 70, Brooker. Les 6 volumes de son Historia Critica Philosophiae a Mundi, Incunabulis ad nostramusque aetatem deducta, en 5 puis 6 volumes, voilà, si j'ose dire, la Bible de Stewart. Deuxième texte, et ça c'est quelque chose qu'on n'étudie pas du tout en général, si l'on connaît en revanche assez bien Brooker, c'est le Polyhistor, sive de auctorum notitia et rerum commentarii de Daniel Georg Morhof, qui, lui, est mort en 1691. Voilà les deux sources, donc Brooker et Morhof, de Stewart. Donc c'est en lisant ces auteurs-là qu'il combine qu'il construit son montage, et donc on va dire quelques mots de ces historiens-là, pour que vous ayez une idée de ce que peut être l'histoire sans les documents, ou avec des documents, mais lesquels ? Parce qu'on va quand même bien, à un moment quelconque, tomber sur un document médiéval.
Alors vous allez voir, c'est assez extraordinaire de voir comme les choses se resserrent petit à petit. Alors tout d'abord, Stewart donc, nous cite ses sources. Et il commence par citer 3 lignes de Brooker pour nous expliquer ce que sont les conceptualistes. Et, by the way, Brooker emploie, lui, apparemment pour la première fois, le mot que nous étions bien en peine de trouver au Moyen-Âge, puisqu'il n'existait pas, à savoir conceptuales, conceptualiste, qu'utilise Cousin à longueur de page. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça quand même. Alors, Stewart cite 3 lignes de Brooker. Et voilà. Enfin, ici, elles en font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, il ne faut jamais annoncer des chiffres, mais je promets d'inverser la courbe très rapidement. Donc, on va revenir de 6 à 3 très vite. Donc, les conceptualistes, littéralement les conceptuels, conceptuales, ce qui constitue pour nous, pour le moment, la première apparition du mot, sont des nominalistes, qui prennent la relève du nominalisme d'Abélard une fois la doctrine d'Abélard abandonnée. Deserta Paolo Abelardi hypothesi. Les nominalistes, donc, qui prennent la relève du nominalisme d'Abélard une fois celui-ci abandonné, eh bien, soutiennent effectivement que les universaux consistent dans des notions ou des concepts de l'esprit qui sont formés, formatis, ex rebus singularibus, à partir des choses singulières, abstractionnées par abstraction. Donc ces nominalistes-là, eh bien, on les a appelés conceptuales, conceptuels ou conceptualistes. Ces 3 lignes sont prélevées sur un ensemble plus copieux qu'il faut parcourir, car le volume 3 donc, de l'Historia Critica de Brooker cite une bonne quinzaine de fois les nominales, donne un compte-rendu assez détaillé de la querelle des universaux, mais aussi et surtout dresse un parallèle entre les 3 sectes médiévales aux prises, réalistes, conceptualistes, nominalistes, et les 3 écoles de l'Antiquité, selon Brooker, qui sont, comme vous l'avez déjà deviné, platonisme, aristotélisme et stoïcisme. C'est Brooker qui met en place ce parallèle. Alors, le paragraphe 28 du 3e volume de cette œuvre monstrueuse pose clairement qu'on ne peut comprendre la querelle, la contentio, Historia Contentionis, là, on peut comprendre la querelle, la contentio, le conflit, la rivalité entre ces nominales et ces reales, et on ne peut non plus découvrir, mettre à découvert, ôter ce qui couvre, n'est-ce pas, détego, on ne peut découvrir, dévoiler son origine ne peut être découverte, elle ne peut être découverte sans remonter, sans prêter attention, sans regarder, respicere, nisi respiciamus, sans remonter à l'histoire de la philosophie, à la historiam, à l'histoire de la philosophie telle que la pratiquaient les Grecs, sans remonter à l'histoire de la philosophie se faisant à la manière grecque, graecanica, graecanicae philosophiae, cette histoire de la philosophie à l'ancienne, si vous voulez, on dirait peut-être en français aujourd'hui, ou à la grecque. Et donc il propose la grille des écoles antiques comme clé de lecture du moment médiéval. C'est aux hypothèses de Platon, d'Aristote et de Zénon que le questionnaire de Porphyre nous renvoie
digitum, ad quas digitum intendit Porphyrius, il pointe, il nous montre du doigt, il nous indique, pour ainsi dire, clairement, qu'est-ce qui est à l'arrière-plan de tout cela. Alors, le texte que citait Stewart tout à l'heure, les nominales deserta Paolo Abelardi hypothesi, bien, le texte est un peu coupé, et si on y retourne, si on va à l'original, on voit que ce qui manque, c'est les 5 premiers mots qui donnaient le contexte. Les réalistes, dit-il, tela, quorum tela ute vitaret nominales, les nominalistes, pour s'extirper de, pour s'arracher à, pour échapper à la toile d'araignée, tela, tendue par les réalistes autour d'eux, pour échapper à cette toile d'araignée, une fois que la thèse d'Abélard était considérée comme n'étant plus défendable, eh bien, se sont jetés dans quelque chose qu'on appelle le conceptualisme et l'abstraction qui la sous-tend. Brooker connaît aussi la distinction entre les 3 états de l'universel, métaphysique, physique et logique, anterem, in re, postrem. La distinction dont nous avons lu la version originale, disons, sous la plume d'Ammonius d'Alexandrie, fils d'Hermias, le maître de Jean Philopon, le grand philosophe de l'école d'Alexandrie, mort dans les années 520. Brooker, qui connaît donc cette distinction entre les 3 états de l'universel, avant la chose, dans la chose, après la chose, l'attribue lui aux philosophes éclectiques. Ceux qui, au IIIe siècle, comme Ammonius Saccas, S-A-2-C-A-S, qui était le maître de Plotin, et qui vivait qui enseignait à Plotin entre 232 et 242, donc plusieurs siècles avant l'autre Ammonius, eh bien, c'est à cet Ammonius Saccas, au philosophe éclectique, que Brooker attribue la thèse des 3 états de l'universel. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de vrai, c'est d'Ammonius, seulement ce n'est pas le bon Ammonius, ils sont séparés par quelques siècles. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si ça n'est pas qu'il fasse une confusion, d'ailleurs peut-être ne la fait-il pas, peut-être que Ammonius Saccas déjà, après tout, mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est la justification qu'il donne. Il explique, au fond, les efforts des philosophes éclectiques venus, dit-il, nés après le Christ, pour concilier les 3 positions antiques sur les universaux. Et peut-être que c'est une espèce de mobilisation générale des 3 grandes écoles de la philosophie contre le nouveau venu, contre le christianisme, qu'il a en tête à ce moment, je ne saurais le dire, mais ça n'est pas exclu. En tout cas, les philosophes éclectiques, nés après le Christ, dit Brooker, ont essayé de concilier les 3 positions antiques sur les universaux, une fois mise en place leur confrontation indirecte. Et cette tentative de conciliation, eh bien, n'est-ce pas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas heureuse d'un certain point de vue dans ses effets à distance, à long terme, puisqu'elle est l'origine du débat scolastique et de l'affrontement entre les sectes médiévales. Ce qui était une tentative d'harmonisation devient, au fond, la clé conceptuelle d'un affrontement. Et donc les 3 états de l'universel, qui étaient issus d'une première tentative d'harmonisation des thèses de l'Académie, du lycée et du portique, mobilisant Platon, Aristote et Zénon, devient au fond la matrice de l'affrontement des thèses philosophiques au Moyen-Âge. Enfin, dans différents autres passages, Brooker présente donc les thèses qui dominent
au Moyen-Âge jusqu'au XIe siècle, et ces thèses sont celles qu'on a vues tout à l'heure. Le réalisme dit des formes immergées ou des formes noyées dans la matière. C'est l'expression que reprend d'ailleurs Dougal Stewart. La dispute donc commence sur les universaux commence avec Rosselin, quand Rosselin rejette l'existence réelle des universaux, qu'elle soit avant la chose ou dans la chose. Rosselin, c'est celui qui dit l'universel n'est pas avant la chose, comme disent les platoniciens, il n'est pas dans la chose non plus. Alors on s'attendrait qu'il opte pour l'existence postrème, si la structure s'imposait toujours absolument mécaniquement à la pensée d'un philosophe, mais eh bien, il n'opte pas pour l'existence postrème, comme on pourrait s'y attendre. Il se situe, Rosselin, sur un autre plan plus radical. Il rejette toute existence réelle des universaux. Vous voyez, il ne se demande pas si les universaux existent réellement dans la pensée ou hors de la pensée. Il rejette la notion même d'existence réelle pour les universaux. Ce qui existe, quand s'il y va des universaux, ne saurait exister réellement, que ce soit avant les choses ou dans les choses. Ce qui existe réellement, ce sont les choses singulières. Et les choses singulières sont dénotées par des voix ou par des sons vocaux ou par des noms. Alors, avant, dans, après, c'est pas avant, c'est pas dans, pas non plus après, mais c'est ni, hein. Bon, ce nominalisme radical, pourquoi le rattacher au stoïcisme? Eh bien, précisément parce qu'il est une philosophie du ni-ni. C'est ni Platon, ni Aristote, ni avant les choses, ni dans les choses. Il faut noter la formule. Les in stoicorum castra ita transiit ut statueret universalia nec anterem nec in re existere. C'est le geste qu'opère Roussellinus. Il se transfère, il passe avec armes et bagages dans le camp militaire, castra, des stoïciens. Et c'est un langage militaire, on a affaire à des camps. Et il rejette donc aussi bien le point de vue platonicien, antérème, que le point de vue aristotélicien. La place de l'universel post-rem n'est pas occupée, il la laisse vide parce qu'il ne veut plus entendre parler d'existence réelle. Et vous avez donc ici realem existentiam, pas d'existence réelle ou réelle. Les universaux ne sont que nuda nomina et voces, des noms nus, c'est-à-dire des noms vides, et des sons vocaux, on pourrait dire un flatus vocis. Enfin, dernier élément que l'on peut glaner en lisant Brooker, c'est un élément d'onomastique. C'est assez amusant. On parle depuis le début de nominales, de reales, de conceptuales. Nominales et reales sont deux expressions médiévales. Conceptuales n'existe pas au Moyen-Âge. Conceptuales apparaît sous la plume de Brooker et réapparaîtra sous celle de Cousin. Mais conceptuales n'apparaît pas au Moyen-Âge. En revanche, il y a toute une série de termes qui ne sont pas repris dans les histoires actuelles de la philosophie et que les historiens du XVIIe et du XVIIIe siècle nous rapportent comme ayant été d'usage courant au Moyen-Âge ou après pour désigner les nominalistes. Le premier, les turones. J'avoue que quand on s'intéresse à l'histoire des noms
des noms d'oiseaux, des sobriquets, n'est-ce pas, enfin, des sobriquets infamants souvent, que l'on destine à dont on gratifie ses adversaires, eh bien, on voit que Brucker donc recense, disons, les sobriquets infamants dont les réalistes ont affublé les nominales à Paris, où, dit-il, les batailles n'ont jamais cessé après l'édit de Senlis, pris par Louis XI le 1er mars 1474. J'y avais fait allusion dans ma leçon inaugurale. Cet édit de Louis XI qui ordonnait que les livres des nominaux restent sous clé, enchaînés et cloués dans les bibliothèques pour qu'on n'y regardât plus. Eh bien, les réalistes, quand ils s'en prennent aux nominaux, les appellent les turones, qui eh bien, veut dire les débutants. Alors, vous voyez, c'est assez curieux. Hein. Alors, où trouve-t-on ce terme? Ben, il court par les rues. Et on le trouve dans un ouvrage de Galien, hein, sur le pouls. Le traité, qui est très célèbre, hein, c'est un des ouvrages de médecine les plus célèbres de Galien, le petit livre le petit traité sur le pouls, à l'usage des Eisagomenois, donc vous entendez l'isagogé là-dedans, hein, à l'usage donc de ceux qui débutent, des débutants, des jeunes, des bleus, des juniors. Effectivement, les réalistes se considérant comme les anciens, mais anciens au sens vénérable du terme, si je peux dire. Alors c'est assez drôle, parce que vous savez que le docteur en chef, si je puis dire, des nominalistes au Moyen-Âge, au XIVe siècle, là c'est vrai, le grand nominaliste, c'est Guillaume d'Occam. Et on sait que Guillaume d'Occam n'a jamais obtenu de poste universitaire de prof, n'est-ce pas? Et donc il est resté dans l'histoire connu sous le titre de Venerabilis Inceptor, c'est-à-dire le vénérable débutant, celui qui n'a jamais pu véritablement obtenir un emploi, un poste, n'est-ce pas? Alors il n'en finissait pas de commencer, si je puis dire, mais sans jamais commencer vraiment comme ce séminaire. Donc, là, je me fais l'interprète de ceux qui pensent tout bas, mais si fort que je les entends. Autre nom d'oiseau, si je puis dire, les verbales, les verbaux. Là, je n'ai jamais trouvé non plus. Mais en revanche, on trouve très couramment terministae. Et effectivement, la logique terministe, c'est ce qui désigne l'ensemble des traités de ce qu'on appelait au Moyen-Âge la logica modernorum, la logique des modernes, centrée sur ce qu'on appelle les propriétés des termes, référence, ampliation, restriction, etc. Toute une série de propriétés sémantiques qui faisaient que ces gens, les logiciens qui s'occupaient de ça, étaient appelés les terministes. Alors vous savez, si on s'intéresse au qualificatif, il y en aurait d'autres dont on ne parle pas, c'est Brucker, pour qualifier les nominalistes. Bon, en tout cas, je laisse cela de côté pour que ça ne nous entraîne pas trop loin. Et maintenant, après avoir noté donc que Brucker emploie une fois le mot conceptuales, nous pouvons passer à Morhof, à Daniel Georg Morhof. Donc je disais tout à l'heure que Stewart voyait dans le conceptualisme une branche du nominalisme. Et bien, il ne va pas chercher cela très très loin, il va le chercher tout simplement dans le deuxième ouvrage qui constitue sa source principale, le Polyhistor de Daniel Georg Morhof. C'est sous la plume de Morhof, en effet, qu'apparaît une seconde division tripartite dans l'histoire de la querelle des universaux. La
première division tripartite, c'est celle dont on parle depuis des semaines, à savoir réalisme, conceptualisme, nominalisme. Bon. Mais il y a une autre division tripartite dans l'histoire de la querelle telle qu'elle est racontée par les historiens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et cette fois, elle n'oppose plus nominalistes, conceptualistes et réalistes, mais, et leurs antécédents grecs supposés, hein, mais elle se joue à l'intérieur même du camp nominaliste. Et ça devient le topos, disons, des trois familles de nominalistes. Morhof écrit, il y avait trois familles de nominalistes. Nominalium, tres, errant, familiae. Il y avait trois familles de nominalistes. Ceux qui, comme Rosselin, faisaient des universaux de simples voix, meras, voces. Ceux qui, alii, qui plaçaient les universaux in solo intellectu, dans l'intellect seulement dans l'intellect, dans le seul intellect, et affirmaient, au tumarunt, qu'ils étaient meros conceptus animi, de simple, vous voyez, c'est ça qui compte, c'est le simple, de simple, de pur et simple concept de l'esprit. Donc ils ne sont que des concepts de l'esprit. Quos conceptuales aliqui vocant. On passe au présent. Et il ne faut donc pas traduire ce que l'on a appelé les conceptualismes, mais ce que certains appellent les conceptualistes, vocant. Et anominalibus distinguunt, et distingue des nominaux. Quamquam alii essiam confundant, bien que d'autres refusent de faire cette distinction et les confondent, c'est-à-dire ne les distinguent pas. Donc c'est au présent, là. Morhof est antérieur à Brucker. Morhof est donc le premier des grands historiens, moins connu que le premier des grands historiens connus, à savoir Brucker. Et Morhof nous dit, eh bien, ceux-là qui posaient que les universaux n'existaient que dans l'intellect, certains les appellent conceptualistes en les distinguant des nominalistes, ce que d'autres se refusent à faire. Donc il y a un débat. Et on repasse au passé, si je puis dire, alii fuerunt, etc. Enfin, il y avait ceux qui cherchaient les universaux, non tam in vocibus, non pas tant dans les sons vocaux que in sermonibus integris, dans les mots complets. Et là, tout à coup, comme dirait Hegel, on a envie de crier « terre, terre », parce que un auteur du Moyen-Âge est mentionné. Quod Johannes Sarisberiensis adscribit Petro Abelardo. Quo quid intelligentine mihi non satis liquet. Une théorie, donc, que Jean de Salisbury attribue à Pierre Abélard, mais dont le sens, nous dit Morhof, eh bien, ne lui apparaît pas suffisamment clairement. Et ça devient intéressant, ça, parce que, en général, nous assumons très directement la responsabilité de nos incompréhensions, de nos difficultés à entendre quelque chose, des obstacles que nous rencontrons dans l'analyse ou la réception d'une thèse ou d'un thème.
Mais là, on a l'impression que l'incompréhension de la position est contagieuse. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller voir et de se dire non, j'y comprends rien, mais on reprend une phrase toute faite qui est, et d'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce que veut dire ce truc. Hein. Bon, Morhof le dit bien avant Stuart. Ce qui est, alors, bon, si effectivement Morhof est la seule source de Stuart, bon, effectivement, on voit mal il pourrait ajouter, mais... Alors, les trois familles donc, du nominalisme, oui. Je vais... bon, le temps passe, mais il faut quand même... Bon, je vais encore un peu... alors, sur la question qui nous intéresse quand même, de savoir si le conceptualisme et le stoïcisme sont étroitement liés. Sur la question de savoir si le conceptualisme et le stoïcisme sont plus liés philosophiquement que le nominalisme et le stoïcisme. Sur la question de savoir qui est le meilleur stoïcien au Moyen-Âge, les conceptualistes ou les nominalistes, eh bien, nous revenons maintenant à Stuart et nous voyons que Stuart refuse de se prononcer. Je ne recherche point si la doctrine des stoïciens coïncidait exactement avec celle des nominaux, dont j'exposerai bientôt les opinions, ou si elle ne ressemblait pas plutôt à celle que professait une secte des scolastiques connue sous le nom de conceptualistes. Cette question n'a d'intérêt que sous le rapport de l'érudition. Ce que nous savons de cette partie de la philosophie stoïque est trop imparfait pour éclairer le sujet, ou même pour rien noter au mérite des philosophes modernes qui ont obtenu les mêmes résultats. Alors, bon, on a bouclé à peu près le parcours, Reid, Stuart, l'école écossaise et ses sources, Brooker et Morhof. Revenons, comme je l'ai annoncé au début de l'heure, brièvement à l'école française et au tandem Gérando-Cousin. Je laisse de côté Cousin dont on a suffisamment parlé, mais il faut reprendre un peu M. Gérando, puisque, comme on l'a dit à plusieurs reprises, Gérando rejette l'analyse de Stuart. Il en fait la critique, dans une longue note où il cite lui-même ses propres sources. Voilà le texte de Gérando. M. Dugald Stewart a remarqué avec raison, dans son excellent chapitre sur l'origine de la dispute entre les nominaux et les réalistes, que nous n'avons que des notions bien imparfaites sur les opinions particulières aux conceptualistes. Mais il me semble qu'on pourrait rectifier sous quelques rapports son hypothèse et lui ajouter quelques nouvelles données. Rectifier une hypothèse, mais en ajoutant des données nouvelles. On va peut-être avoir des informations nouvelles. Alors, quelles sont ces informations nouvelles? Quelle est la rectification de l'hypothèse? Gérando soutient que le conceptualisme se définit par 3 thèses, ou plus exactement, que l'on peut le caractériser relativement au nominalisme de la manière suivante. Les conceptualistes, 1, ne différaient pas précisément des nominaux en refusant au langage tout concours dans la formation des idées générales. Ils n'ont jamais dit, en somme, ce qu'on leur fait dire quand on soutient que l'esprit peut raisonner sur les genres et les espèces sans passer par la médiation du langage, ce qui est l'interprétation de Stuart. Ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas refusé au langage tout concours dans la formation des idées générales. Seulement, ils lui accordaient une moindre importance dans cette opération.
une moindre importance qu'aux idées. Mais ils n'ont jamais dit qu'on pouvait étudier les processus de la connaissance en faisant l'impasse sur les aspects linguistiques et langagiers de la connaissance humaine. Alors, il faisait consister la connaissance des idées générales, ou la formation des idées générales, il la faisait consister dans une manière de voir de l'esprit. Manière de voir renvoie au latin modus intelligendi, plus ou moins, mais enfin, bon, peu importe, une manière de voir de l'esprit. Et troisièmement, là c'est très intéressant, il refusait aux universaux cette espèce de fondement réel qu'Abélard leur avait donné dans les objets. Donc, la caractéristique des conceptualistes, c'est de rejeter une thèse d'Abélard. Et de rejeter une thèse d'Abélard qui n'est pas une thèse nominaliste, mais une thèse qu'il va nous falloir bien qualifier maintenant, qui est que les universaux ont un fondement réel dans l'objet. Voilà les thèses conceptualistes selon Gérando, les vraies thèses. Alors, cette thèse de Gérando, elle est clairement fondée sur le scénario de Brooker. Rappelez-vous l'expression « Deserta Paolo Abelardi hypothesi ». Effectivement, le conceptualisme apparaît une fois qu'on a abandonné la thèse d'Abélard. Le point fondamental, c'est que dans le scénario de Gérando, les nominalistes sont devenus conceptualistes après Abélard, non pas évidemment en suivant Abélard toujours plus, mais au contraire en rejetant sa thèse la plus personnelle. Et la thèse la plus personnelle d'Abélard, la seule qui fasse l'originalité d'Abélard par rapport à Rosselin, c'est-à-dire au nominalisme radical, la thèse la plus personnelle d'Abélard, celle qui le rapproche d'Aristote, c'est la thèse selon laquelle les universaux ont un fondement in re, un fondement dans la chose. Fundamentum in re. C'est assez étonnant donc de voir ça. Ce qui caractérise d'une certaine façon Abélard, c'est qu'au fond, il a conservé la thèse de la forme immergée dans la matière. Alors, essayons de comprendre maintenant ce qui se passe. Relu par Gérando, le dispositif du nominalisme n'est constitué ni par N1 plus N2, autrement dit, il n'y a pas d'existence dans la nature correspondant aux termes généraux. Deuxièmement, les objets d'attention dans les spéculations générales ne sont pas les idées, mais les mots. Il n'est évidemment pas constitué non plus par C1 plus C2. Il n'y a pas d'essence ou d'idées universelles correspondant aux termes généraux. L'esprit peut raisonner sur les gens et les espèces sans passer par la médiation du langage. Le nominalisme, selon Gérando, réside dans l'ensemble d'indications que vous lisez maintenant au tableau. Les nominalistes soutiennent, selon Gérando, la thèse selon laquelle les universaux ont deux fondements, la conception de l'esprit et le langage. Autrement dit, les concepts et les mots dans le triangle sémantique. L'originalité du nominaliste Abélard, c'est d'accorder aux universaux une sorte d'existence physique, un fondement réel dans l'objet, ce qui est un rejet ou une modification de N1C1, que l'on pourrait noter donc C1 étoile. Abélard accorde un fondement réel ou physique aux universaux qui ont deux fondements, par ailleurs la conception de l'esprit et le langage. Donc en fait, il retrouve l'intégralité du triangle d'Aristote. Esprit, langage, chose.
mais avec cette expression particulière, un fondement réel, un fondement dans la chose. Alors, pour maintenant résumer l'histoire de la querelle des universaux au XIIe siècle, après le nominalisme radical de Rosselin, nous dit Gérandeau, il y a eu deux sectes de nominalistes. Les uns qui, avec Abélard, qu'on n'appelle pas pour rien le péripatéticien, c'est son surnom au Moyen-Âge, se rapprochaient d'Aristote. Et il y avait des nominalistes qui ne se rapprochaient pas d'Aristote. Ce sont les nominalistes qui refusaient Aristote qui sont les conceptualistes. Ce sont ceux qui ont abandonné le nominalisme mitigé d'Abélard. Ce sont ceux qui ont fait place, qui ont fait place nette, disons, de l'universel in re, tandis que Abélard, disons, lui gardait quelque chose comme un fundamentum in re pour investir le sommet du triangle qui consistait dans les choses. Vox conceptus res, Abélard garde un pied, si je puis dire, dans les choses. Les conceptualistes, non. Donc, si on résume, avec le triangle sémantique vox conceptus res, Rosselin occupait le côté gauche, la vox, Abélard le côté droit, celui du fundamentum in re, et au fond, les conceptualistes, eh bien, ce sont ceux qui ont dit ni Rosselin ni Abélard, et qui se sont massivement déplacés vers le sommet du triangle, à savoir le conceptus. C'est parce que Stuart n'a pas compris vraiment quelle était la thèse d'Abélard qu'il n'a pas compris, dit Gérandeau, ce qu'était la différence entre la seconde secte des nominaux, celle d'Abélard, et les conceptualistes. Alors, quelle histoire? Bon, on a l'impression qu'avec, n'est-ce pas, c'est comme un jeu de dés avec 2 dés, n'est-ce pas, ou 3, on arrive à faire un nombre de parties incalculables, de parties des scénarios toujours plus compliqués, avec un minimum d'informations quand même, puisque pour le moment, on a beaucoup construit les positions, mais à partir d'affirmations des historiens du XVIIe et du XVIIIe, Brooker et Morhof. Gérandeau, qui est si malin et qui critique Stuart, sur quoi s'appuie-t-il? Il nous a annoncé des données nouvelles. Quelles sont ces données nouvelles? Stuart avait 2 sources majeures, Gérandeau en a un certain nombre. Il les indique ici. Alors, je m'appuie à cet égard du témoignage de, et voilà la bonne surprise, Jean de Salisbury, qui distingue ainsi les 3 sortes de nominaux. Donc, enfin, pour la première fois, on a accès à un texte du Moyen-Âge, d'un contemporain d'Abélard, qui a suivi les cours d'Abélard à Paris et qui raconte lui-même dans l'ouvrage célèbre intitulé Le Métalogicon ce à quoi il a assisté, les discussions auxquelles il a assisté, certes, mais auxquelles il peut avoir, le cas échéant, participé. Donc, il y a une longue citation latine dont je vous fais grâce, mais sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Donc, Gérandeau s'appuie sur Jean de Salisbury pour dire qu'il y avait 3 familles, 3 sortes de nominaux. Il s'appuie sur Brooker, qui, dit-il, définit ainsi les conceptualistes: non tam in vocibus quam in notionibus et conceptibus anime universalia consistere. Les universaux ne consistent pas tant dans les voies que dans les notions et les concepts. Il ne dit pas, il ne consiste pas du tout dans les voies, mais dans les notions et les concepts. Il dit, c'est pas tant dans les voies que dans les notions et les concepts. Ce qui suppose que ces derniers ne laissent au langage qu'une fonction moins essentielle, mais le langage garde une fonction.
Elle est moins essentielle, mais elle existe. C'est confirmé, dit-il, par Meiners. Tombe out of the blue Lorenzo Valla pour une citation qui n'a aucun rapport avec la discussion. Intervient ensuite Pierre de la Ramée, l'homme dont il a été question à propos de massacre à Paris, dans les séances précédentes. Et puis, évidemment, il y a un passage intéressant de Brooker, qui est celui qui a déjà été cité par Stuart, et qui dit que après Abélard, les nominaux s'écartant de ses opinions devinrent conceptualistes. Ce passage, dit Gérondeau, s'explique à la fois et par le caractère particulier du système d'Abélard, qu'on s'accorde universellement à regarder comme presque conforme à celui d'Aristote, en accordant une sorte d'existence physique aux notions générales, et par les opinions que continuèrent de professer les nominaux, opinions dans lesquelles nous retrouvons toujours la conception de l'esprit et le langage comme les deux fondements des notions générales. Pour lui, les nominaux ne sont pas des fous qui réduisent l'ensemble de la connaissance métaphysique à la manipulation de signes vides, de voix. Les nominaux s'appuient sur les concepts et s'appuient sur les mots, mais la grande question est de savoir quelle place on fait au fundamentum in re. Alors, Gérondeau donc donne une lecture assez différente du texte de Brooker cité par Stuart, mais surtout, si vous voulez, il cite le texte de Jean de Salisbury, XIIe siècle, qui, à partir du moment où on l'a sous les yeux, nous apparaît enfin comme la source médiévale de toute l'histoire du premier nominalisme chez tous les historiens du XVIIe et du XVIIIe jusqu'au XIXe siècle. Il n'y a qu'un document en tout et pour tout, c'est le Métalogicon. Et voilà le passage du Métalogicon, qui existe donc en traduction française aujourd'hui due à M. Lejeune, page 197. Jean de Salisbury explique que lui qui a assisté à Paris à toutes les bagarres qui opposaient les gens, notamment, évidemment, Abélard et les réalistes, et il en donne des détails, mais aussi il explique, au fond, quelles sont les dissensions qu'il y a dans la grande famille, qui va s'avérer triple, des nominales, des nominaux. L'un s'en tient aux sons vocaux, dit-il. Quoique cette opinion ait à peu près complètement disparu avec Rosselin, son auteur. Donc on est dans la seconde moitié du XIIe siècle. Et Jean de Salisbury, qui, vous savez que je n'ai pas vraiment le temps de parler de Jean de Salisbury, mais Jean de Salisbury, ça n'est pas n'importe qui. C'est le représentant principal de ce qu'on a appelé la Renaissance du XIIe siècle, ou l'humanisme du XIIe siècle. C'est effectivement quelqu'un qui a étudié, c'est un Anglais comme son nom, mais qui est venu en France à l'âge de 17 ans, qui a étudié la philosophie et la théologie avec Abélard et avec les maîtres de l'école de Chartres. C'est un des grands intellectuels de l'époque, c'est quelqu'un qui a participé à la vie politique de son temps. Il a été le conseiller du pape Adrien IV, mais surtout, bien sûr, il a été le secrétaire de Thomas Becket. Et donc, on ne quitte jamais le théâtre avec moi, vous voyez. On retrouve maintenant Becket. Et effectivement, il a dédié à Becket son autre chef-d'œuvre, en dehors du Métalogicon, le Polycraticus, qui est un des fleurons, disons, de la première philosophie politique médiévale. Et donc, après l'assassinat de l'archevêque de Canterbury, de Thomas Becket, comment s'appelle-t-il, Jean de Salisbury a quitté l'Angleterre et est revenu en France. Il est devenu évêque de Chartres, et il est mort à Chartres. Donc, c'est un grand personnage, ce Jean de Salisbury. Et donc, les détails qu'il nous donne sont
ceux d'un grand lecteur de tout ce qu'on pouvait lire à l'époque, hein, y compris les anciens. Il connaît par cœur Cicéron, il lit Sénèque, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas lu 3 malheureux traités de logique, hein. Donc l'un s'en tient aux sons vocaux, dans cette famille des nominalistes, c'est Rosselin, mais l'opinion n'est plus guère soutenue. Un autre, il veut y voir les paroles, et il y ramène de force tout ce qu'il se rappelle avoir lu, ou que ce soit à propos des universaux. Le péripatéticien du Palais, donc le péripatéticien né au Palais, près de Nantes, notre maître Abélard s'est même laissé prendre par cette opinion. L'expression le péripatéticien du Palais est restée comme désignant par antonomase Abélard, hein. Comme l'apôtre c'est Paul, n'est-ce pas? Le philosophe c'est Aristote, le commentateur c'est Averroès, et bien le péripatéticien du Palais, il n'y en a pas 2, c'est Abélard. Abélard s'est laissé prendre par cette opinion. Enfin, un autre se mêle des intellections et dit que les gens et les espèces ne sont que cela. Ils saisissent en effet l'opportunité que leur offrent Cicéron et Boès en citant Aristote comme leur source de ce qu'ils doivent être considérés et désignés comme des notions. Et on voit là poindre, même si la traduction française est un peu raide, on voit la manière dont Jean de Salisbury voit et comprend le travail que font ceux qui soutiennent ce qu'on va appeler par la suite le point de vue conceptualiste. C'est détourné dans un sens qui va, selon vos propres intérêts ou dans la perspective que vous voulez développer, n'est-ce pas, des citations des autorités de Cicéron et de Boès, hein, où il est question d'Aristote, à demi-mot ou pas, pour couvrir d'un grand patronage aristotélicien une position qui ne l'est peut-être pas. Donc c'est la manipulation des auctoritates, hein, et il nous montre bien, au fond, comment on philosophe à l'époque. Alors, on peut ensuite voir que Gérando, ouvre à son tour le polyhistoire de Morhof. Et dans les 2-3 minutes qui restent, si vous voulez bien, je voudrais juste vous dire que Morhof lui sert, hein, à illustrer le rapport, disons, entre la triple division des sectes médiévales réalistes, nominalistes, conceptualistes et des écoles anciennes, Platon, Aristote, les stoïciens. Donc ça, vous retrouvez cela chez Morhof. Et alors, ce qui est intéressant chez Morhof, c'est que pour finir, on trouve chez lui un lien entre nominalisme et stoïcisme, et il explique pourquoi on fait ce lien. Est-ce que ça a le moindre rapport philosophique pour nous qui regarderions de près les textes? Bien, pas trop. C'est en quelque sorte une réponse du berger réaliste à la bergère nominaliste. Morhof nous raconte que les nominalistes accusaient les réalistes de platoniser, de propager les songes fous ou creux des platoniciens. Eh bien, les réalistes cherchent une insulte et donc ils accusent les nominalistes en retour de donner dans le stoïcisme. Donc on se jette des noms d'oiseaux comme ça au visage, mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est ce pauvre Abélard qui est devenu maintenant le grand docteur de l'universel réal, pour ainsi dire, avec fundamentum in re. Vous vous dites, mais dites donc, alors ça, j'aurais pas imaginé ça. Eh bien, effectivement, il est bien difficile d'imaginer ça, puisqu'on ne trouve pas ça chez Abélard. Et la fameuse doctrine de l'universel cum fundamento in re, ça n'est pas chez Abélard que vous la trouverez,
c'est en fait chez Thomas d'Aquin. La formule fundamentum in re, qui, chez Gérandeau, sert à qualifier la position d'Abélard quand il dit cette espèce de fondement réel qu'Abélard leur avait donné dans les objets, hein, elle ne se trouve pas chez Abélard, et pour cause, puisque c'est à partir de Thomas d'Aquin et de son commentaire des sentences que cette formule commence à circuler. C'est là que Morhof, la source de Gérandeau, l'aura trouvé, hein, que ce soit chez Thomas ou chez l'un de ses successeurs. Et le Fundamentum in re, quand vous regardez les histoires de la philosophie écrites de nos jours, hein, est la clé de voûte des positions que l'on décrit aujourd'hui alternativement comme réalisme modéré ou conceptualisme cum fundamento in re. Donc vous voyez que toutes ces étiquettes, en fait ça donne le tournis, quoi, mais on voit que à chaque fois, si on essaie de clarifier les choses, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu une opération violente qui a été faite, c'est-à-dire qu'on a réorganisé toute l'histoire de la philosophie à partir sur ce point des universaux et sur la question des vraies doctrines d'Abélard, sur une formule de Thomas d'Aquin. Ah, c'est quand même étrange, mais c'est incontestablement Thomas d'Aquin qui, dans son commentaire des sentences, hein, explique qu'il y a, alors c'est en 1252 ça quand même, on est loin d'Abélard, c'est un siècle après exactement. Thomas explique qu'il y a 3 sortes d'entités, et là, je réponds, il faut dire qu'il y a, que dans ce qui est signifié par des noms, on trouve 3 sortes de choses, enfin 3 sortes d'entités. Certaines de ces entités ont un être complet à l'extérieur de l'âme. Par exemple, une pierre, c'est un être complet à l'extérieur de l'âme. Il faudrait évoquer des entités qui n'ont aucun être à l'extérieur de l'âme, ni complet ni incomplet, aucun. C'est le cas des rêves et de l'imagination d'une chimère. Et enfin, il y a des entités qui ont un fondement dans la chose extérieure à l'âme, mais dont la raison, c'est-à-dire la notion, la formule définitionnelle, le concept, du point de vue formel, dépend de l'opération de l'âme. Donc vous voyez, c'est soit un être complet à l'extérieur de l'âme, soit aucun être à l'extérieur de l'âme, soit un fondement à l'extérieur de l'âme, mais une réalité conceptuelle ou notionnelle, formulaire, disons, grâce à l'âme. Cette formule, donc fundamentum in re, eh bien, elle a eu un succès considérable dans l'histoire de la philosophie, bien au-delà du thomisme, hein, puisque si vous faites une brève enquête sur fundamentum in re, vous allez trouver qu'on utilise cette formule pour rendre compte des universaux, comme c'est le cas ici chez Abélard, vu avec les lunettes de Thomas d'Aquin par un historien du XVIIe, repris par Gérandeau, mais ça serait la même chose pour les abstractions, pour les relations, pour ce qu'on appelle les êtres de raison, et même pour ce qu'on appelle les entités absurdes, les absurdas, qui ne sauraient exister. Comme en témoigne par exemple un passage de la psychologie du point de vue empirique de Brentano, qui va expliquer que les absurdas, certains absurdas, ont un fundamentum in re. En fait, on trouve cette expression, elle est si peu abélardienne, elle sélectionne si peu le nominalisme d'Abélard, que vous la trouvez utilisée pour qualifier aussi bien la position de Dunscott que de celle de Suarez, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus réaliste, et même vous la trouvez utilisée pour qualifier certaines thèses des nominalistes. Donc, vous voyez, cette notion, il ne faut absolument pas lui faire confiance, elle n'est absolument pas du XIIe siècle, elle n'est en rien d'Abélard, et son principal mérite est d'interposer un écran absolu entre les thèses d'Abélard et nous. Avec ça en perspective, vous n'y comprenez, vous ne pouvez plus rien y comprendre.
à ce qu'était la position exacte d'Abélard. Donc on s'arrête là-dessus et je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir été si long et je vous souhaite un bon appétit.